Aujourd'hui, on va décortiquer un vrai cas d'école, un paradoxe fascinant, le modèle Hermès. On va essayer de comprendre pourquoi l'une des entreprises les plus prospères au monde rend l'achat de ses propres produits quasiment impossible. La question, elle a l'air simple, mais la réponse est bien plus complexe. Imaginez un peu la scène. On a 20 000 euros, là, en cash, prêts à être dépensés. Normalement, ça ouvre pas mal de portes, non? Eh bien, pas chez Hermès. Avec ça, on n'a même pas le droit de toucher le sac de ses rêves. Pire encore, si on a le malheur d'entrer dans la boutique en demandant un Birkin, on va nous répondre très poliment qu'il n'y en a pas. Alors pourquoi? Comment est-ce que ce refus permanent est devenu la clé de leur succès phénoménal? C'est ce système, à la fois brillant et complètement déroutant, qu'on va décrypter ensemble. D'accord, alors plongeons au cœur du réacteur. Le premier concept, vraiment la pierre angulaire de tout, c'est la rareté contrôlée. Il faut bien comprendre que tout le modèle Hermès n'est pas du tout construit sur le volume de vente. Non, il est construit sur une pénurie qui est délibérée, stratégique et surtout méticuleusement orchestrée. Là, on voit bien à quel point Hermès est un cas à part, une anomalie dans le secteur. D'un côté, on a le modèle dominant du luxe, celui de LVMH ou de Kering. Eux, ils cherchent la croissance par l'expansion, par une plus grande accessibilité. Et de l'autre, on a Hermès qui fait l'exact opposé. Leur croissance est nourrie par la limitation, par l'exclusivité. Et ça, c'est la règle d'or qui pilote toute cette stratégie. C'est une sorte de mantra interne. Produire systématiquement un sac de moins que la demande. C'est tout bête, mais cette simple phrase change tout. Ça empêche d'avoir à faire des soldes, ça protège la valeur des produits sur le très long terme, et surtout, ça entretient une flamme de désir qui ne s'éteint jamais. Mais alors, comment on fait pour maintenir cette rareté? Le secret, en fait, c'est un contrôle, mais un contrôle absolu de la production. Hermès refuse toute délocalisation. Tous les ateliers sont en France, et la marque continue même d'en l'ouvrir pour former ses propres artisans. Chaque sac est l'œuvre d'une seule et même personne, un travail qui peut prendre jusqu'à 20 heures. Ce contrôle total, il garantit bien sûr une qualité irréprochable, mais il permet surtout de calibrer l'offre au compte-gouttes pour ne jamais inonder le marché. Et le résultat de cette stratégie, il est juste stupéfiant. Le sac Birkin n'est plus un simple accessoire de mode, c'est carrément devenu un actif financier. Les données le montrent. Sur le long terme, c'est un investissement qui est plus stable que les actions en bourse et même plus rentable que l'or. Cette financiarisation, elle alimente un cercle vertueux. Plus les gens achètent pour investir, plus ça renforce la rareté, plus les prix montent et ainsi de suite. C'est sans fin. Allez, on passe à la deuxième couche de la stratégie, celle qui touche directement le client. On entre maintenant dans ce que les initiés appellent le jeu du pré-spend. En gros, c'est l'art de mériter le droit d'acheter. Alors concrètement, comment ça se passe? Oubliez les listes d'attente officielles, ça n'existe pas. Pour espérer qu'on vous propose un jour un Birkin ou un Kelly, il faut suivre un parcours du combattant non officiel. D'abord, il faut se construire un historique d'achat conséquent. Mais attention, pas n'importe comment. Il faut dépenser dans les autres rayons de la maison, que ce soit l'art de la table, le prêt-à-porter, les foulards. Ensuite, et c'est crucial, il faut créer un vrai lien avec un vendeur qui devient la seule porte d'accès. Et c'est seulement après tout ça qu'on peut, peut-être, espérer recevoir une offre. Le point vraiment essentiel à comprendre ici, c'est que ce système inverse complètement la dynamique commerciale habituelle. En fait, ça fonctionne un peu comme un programme de fidélité, mais un programme de fidélité secret, invisible. Les objets les plus désirables ne sont pas des produits à vendre, ce sont des récompenses offertes aux clients jugés les plus loyaux. Et cette phrase, elle résume tout. Mais alors absolument tout. Dans le monde d'Hermès, c'est le client qui fait la cour à la marque. C'est lui qui doit séduire, prouver sa valeur, sa loyauté, pour espérer être choisi. C'est un renversement de pouvoir qui est total. Bon, maintenant connectons tout ça aux chiffres. Comment est-ce que cette stratégie de la rareté et ce parcours du combattant pour le client se traduit en résultats financiers? La réponse est assez simple. C'est la machine à cash la plus redoutable de toute l'histoire du luxe. Voilà, le chiffre qui dit tout. Une marge opérationnelle supérieure à 40%. C'est un record absolu dans le secteur, un chiffre qui laisse tous les concurrents très loin derrière et qui prouve la puissance financière incroyable de ce modèle basé sur le refus. Et quand on regarde ce graphique, l'écart est abyssal. La moyenne du secteur du luxe, elle se balade autour de 20-25%. Hermès, avec plus de 40%, il ne joue tout simplement pas dans la même cour. Cette performance, ce n'est pas un accident de parcours. C'est le résultat direct et voulu de la stratégie du non. Parce que derrière ces chiffres impressionnants, il y a une psychologie qui est extrêmement puissante. Le nom d'Hermès, en réalité, c'est leur meilleur outil marketing. Ça agit comme un filtre. Ça élimine les acheteurs occasionnels pour ne garder que les ultra-fidèles, les passionnés. Ça transforme l'acte d'achat en une véritable quête et l'obtention du sac en une victoire personnelle. Ce sentiment d'avoir battu le système, ça crée un attachement à la marque qui va bien au-delà de l'objet. C'est la base d'une loyauté client sans équivalent.
On arrive au bout de cette analyse et le modèle Hermès reste un cas d'école absolument fascinant. Mais il nous laisse avec une question en suspens. Ce système qui frustre autant qu'il fascine, est-ce que c'est du génie marketing à son plus haut niveau ou est-ce que c'est la manifestation d'une forme d'arrogance suprême envers le client? La réponse, finalement, elle dépend peut-être de quel côté de la porte de la boutique on se trouve.